J'ai fait 10 ans de compétition de plongée en apnée à très haut niveau, avec plusieurs records du monde et tout ça. À un moment, j'ai commencé à en avoir un peu assez, puisque c'était tout le temps la même chose, hein, on répétait toujours la même méthodologie tous les ans. J'arrivais à la fin et je me demandais un peu comment ça allait se passer après. Puisque quand on a une activité qui prend 6, 7, 8 heures d'entraînement par jour, 8 mois par an pour un objectif bien précis, le jour où ça va s'arrêter, ça va faire un très grand vide. Eh bien, étonnamment, 1 an et demi ou 2 ans avant d'arrêter, mais je pensais déjà commencer à y penser, à cet arrêt, eh bien, il y a la photo sous-marine qui est rentrée dans ma vie, et puis de là, la transition s'est faite en douceur. Et à chaque fois, donc, je me suis retrouvé un petit peu au pied du mur, en me demandant, voilà, là, je vais peut-être arriver au bout de cette partie-là du chemin. Qu'est-ce qui va se passer après? Il y a toujours une voie sur le côté, ou au-dessus, ou en dessous, qui s'ouvre. Et ben, on y va à ce moment-là. Là, il faut y aller. Mais il y a toujours une solution, quoi. J'ai toujours trouvé une solution, mais toujours avec cette ligne directrice de l'apnée et d'être dans le monde sous-marin. Le fait de plonger beaucoup en apnée et de passer 200 ou 250 jours par an sous l'eau, de partager ma vie au quotidien avec des gros animaux sauvages et tout ça, ça développe vraiment tout le côté intuitif de la personnalité. Et il est certain que ça m'aide vraiment dans la vie de tous les jours, d'essayer d'écouter ses intuitions et ses instincts. Mais comme tout humain, on a des doutes. Et on a tendance à ne pas assez écouter ses instincts. Et moi, ça m'arrive régulièrement, quand je me plante en général, c'est parce que j'ai pas trop écouté mes instincts et j'ai trop analysé les choses. Et pour moi, quand les choses marchent, c'est quand j'ai pas besoin de les analyser, quand ça coule de source. Et je pense qu'on est un petit peu l'acteur de ça dans sa vie. Si on réfléchit trop aux choses, on a tendance, je pense, à ne pas les déclencher. Et au contraire, si on laisse les choses arriver, elles vont se déclencher. Donc il faut toujours avoir cette espèce de juste milieu. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute des choses, des signes, des rencontres, des choses qui se mettent en place. Et ça se passe bien, quoi. Dans mes activités donc, qui sont liées à l'apnée, je fais plusieurs choses. Je fais évidemment des travail de photographie sous-marine, je fais du documentaire, j'amène également les gens plonger en mer avec les animaux. Et je remarque souvent, voilà, sur 10 projets qui commencent à se mettre en place, il n'y en a toujours que 2 ou 3 qui vont réellement aboutir. Et il faut beaucoup travailler pour qu'un projet aboutisse. Mais il y a toujours un moment où il faut se poser la question jusqu'où il faut pousser un projet pour qu'il marche. Et si à un moment, il ne faut pas arrêter de le pousser et voir s'il peut continuer de lui-même et aboutir de lui-même. Donc je pense qu'il y a un gros travail au départ de préparation et tout ça, jusqu'à un certain point. Parce qu'il ne faut pas non plus s'épuiser à essayer de faire aboutir un projet qui au final n'aboutira pas et qui nous fait perdre énormément de temps sur d'autres choses. Et quelquefois, on met un projet un petit peu de côté parce qu'on a fait la partie de travail initiale pour le pousser. On le met de côté et on pense qu'il ne va pas aboutir. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que quelqu'un commence à croire en ce projet, il le pousse et c'est parti. Alors, on a eu le cas il y a pas longtemps. On avait créé depuis 3 ou 4 ans avec un ami une assez grosse base d'images en 360 degrés de mammifères marins. En fait, on utilise ça en collaboration avec des scientifiques pour essayer de décoder le langage des cachalots, des dauphins et des baleines. Et donc, cette base d'images était quand même assez intéressante. Et on voulait en faire quelque chose. On voulait en faire un documentaire ou une présentation. Et à chaque fois, ça ne marchait pas, on ne trouvait pas trop l'angle. Et il y a quelques mois, on est tombé sur un réalisateur aux États-Unis qui a trouvé l'idée très très intéressante. Et c'est lui qui a un peu repris le projet, enfin la partie énergie du projet, puisque nous, on avait déjà donné l'énergie qu'on pouvait donner. Et lui, il a repris, et pour finir à trouver un producteur qui a mis tout ça en forme. Et là, maintenant, on se retrouve avec un court-métrage en 360 degrés,
qui était commandité par le New York Times et produit par Annapurna Pictures, avec du matériel qu'on pensait ne jamais même pouvoir utiliser. Et donc c'est ça aussi une des clés, j'ai remarqué ça dans ma vie, c'est qu'il faut toujours, on ne peut pas tout faire tout seul. Il y a une grosse partie des choses qui viennent de soi, parce que c'est des travaux très personnels, mais il faut à un moment avoir des gens autour de soi pour pousser dans les domaines où ce n'est pas notre domaine de prédilection, justement. Alors, justement, souvent difficile à se vendre soi-même, c'est plus facile si quelqu'un fait les démarches. On ne peut pas tout maîtriser, par exemple en tournage, en vidéo. Moi, venant de la photo, j'essaie de tout maîtriser. Et en film, la démarche est différente. Il faut, je pense, vraiment segmenter le travail et voilà, se concentrer sur une partie. On ne peut pas tout faire, je pense. On ne peut pas produire, scénariser, réaliser, monter. Je pense qu'il faut des regards extérieurs, plus de regards extérieurs. Et là, justement, l'apport d'un réalisateur nous a donné un regard totalement extérieur à la chose. Et donc, lui a su tout de suite savoir ce qui manquait, ce qu'il fallait ajouter à ça pour pouvoir le mettre en forme et en faire un vrai film. Dans mon parcours, j'ai toujours remarqué que les peurs sont induites par les autres. Donc, ça soit par le regard des autres, par tout simplement, on va dire, l'inconscient collectif, par exemple par rapport aux animaux marins. Depuis des siècles, on a peur des animaux marins parce que ils représentent l'inconnu, des créatures complètement inconnues dont on ne savait rien. Et là, forcément, quand on les côtoie au quotidien, au début du moins, on a cet inconscient collectif, ces peurs primaires de l'humanité qui ressortent. Et là, il faut essayer de faire la part des choses et bien comprendre que ce sont réellement des peurs induites par l'histoire de l'humanité et le poids des générations. Et ce qui est vrai, voilà, pour moi, dans des rencontres sous-marines avec des grands animaux marins, et je pense vrai pour tout le monde au quotidien, dans une vie de tous les jours, où il y a des choses qui sont ancrées dans l'humain et auxquelles il faut essayer de passer outre, évidemment. Et dans nos sociétés, c'est l'éducation, c'est peut-être l'histoire, la religion, la philosophie et toutes ces choses-là. Donc, il y a des moments où il faut essayer de s'affranchir. Il ne faut pas faire des ruptures complètes, mais il faut essayer de remettre ça en question. Quand on est seul face à soi-même, qu'on a quelque chose à réaliser et qu'il n'y a pas le regard des autres, c'est toujours beaucoup plus facile. C'est comme, on peut prendre simplement l'exemple, quelqu'un qui va chanter dans sa douche. Il sera peut-être plus facile pour lui de chanter dans sa douche que de prendre un micro face à 5000 personnes. Voilà. Donc c'est toujours cette histoire, voilà, de zone de confort, où elle commence, où elle s'arrête. Et pour moi, vraiment, le regard des autres est vraiment un facteur limitant pour se réaliser. Donc à un moment, il faut essayer non pas de suivre un chemin qui a été suivi, mais de faire son propre chemin. Et ça doit pas être un chemin qui est diamétralement opposé. Il suffit que ça soit un chemin qui soit un petit peu différent. Il peut être parallèle aussi. Mais je pense que chacun doit faire son propre chemin. Voilà. Sans faire nécessairement des écarts énormes, mais son chemin à lui.